Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire, sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi 29 décembre 2025. Et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour, Larry. Je n'ai été nulle part. C'est toi qui voyages tout le temps. D'accord. Continue. La première fois. Chaque fois que je parlais avec toi, tu étais à Moscou ou dans d'autres endroits. C'est vrai. Donc oui, je suis là. Larry, commençons par la rencontre entre Donald Trump et Zelensky, qui, après tout, l'une des principales questions, qui est les concessions territoriales de la part des Ukrainiens. Il ne semble pas qu'ils en aient beaucoup parlé ou qu'ils aient, tu sais, atteint un quelconque accord dans cette direction. Mais en résumé, Donald Trump dit à chaque fois « Nous nous rapprochons, tu sais, d'une sorte de fin du conflit ». Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé pendant la réunion et après cela? Oui. Eh bien, il se rapproche du conflit parce que les Russes continuent d'avancer très rapidement et que la Russie va gagner militairement. Quant à un règlement négocié, cela ne va pas arriver. Je veux dire, c'est juste n'importe quoi. As-tu entendu Zelensky dire hier, oui, nous sommes prêts à céder le territoire que nous avons précédemment revendiqué afin de mettre fin à cela? Non, il n'a pas du tout dit ça. Ce qu'il a dit la veille, c'était « pas question ». Nous ne cédons pas un foutu morceau de territoire. Donc, d'accord, ils ne cèdent aucun territoire. Les Russes ont clairement fait savoir qu'ils exigent les 5 anciens oblasts, tu sais, Crimée, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, c'est du territoire russe. Les Russes n'ont pas reculé d'un pouce là-dessus. Donc, ce que tu as ici, c'est un désaccord fondamental qui ne sera pas résolu par la parole. Ce n'est pas une question de « oh ». Ils ne comprennent tout simplement pas quelle est notre position. Non, les deux parties comprennent leur position. L'Ukraine, les Ukrainiens et Zelensky continuent de croire qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, reprendre ou regagner le contrôle de ces territoires, ou qu'ils peuvent arrêter la Russie dans son élan. Cela ne va pas arriver. Et cela, tu sais, je regarde avec fascination cette attention médiatique pour rien. Je veux dire, ils agissent comme si quelque chose de substantiel se passait réellement. Tu sais, Zelensky et son équipe, ils sont apparus à Mar-a-Lago et ont passé 2,5 heures à discuter. Mais quand tout a été dit et fait, les Ukrainiens ne vont pas dire « d'accord, ouais, on va devoir. Nous allons devoir faire des concessions territoriales à la Russie maintenant pour mettre fin à cela. Ils ne sont pas intéressés par la fin de cela. C'est une machine à faire de l'argent, pour l'amour de Dieu. » Ouais, mais Larry, quel est le problème avec l'Union européenne et les pays européens? En gros, je ne sais pas si tu as lu, le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine a diminué drastiquement. Mais après tout, tu ne vois pas ce genre de changement dans leur comportement en Ukraine. Et si le soutien n'est plus comme avant, comment peux-tu continuer avec le même genre de comportement? Eh bien, je suppose que tu pars de l'hypothèse que les Européens ont appris quelque chose de l'histoire ou connaissent même quelque chose de l'histoire. Ils ont, tu sais, complètement, ils se sont éloignés de la réalité. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Tu sais, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, ces trois leaders je pense que leur soutien populaire combiné, si tu additionnes tout leur soutien, est encore inférieur à 50%. Je veux dire, ils sont dans des chiffres bas à 2 chiffres, chacun dedans, dans leur pays respectif. Ils ne reflètent pas la volonté des électeurs, des citoyens de ces pays, mais ils sont engagés à maintenir cette guerre en cours. Tu sais, du point de vue de maire, il est plus obligé par BlackRock. BlackRock, tu sais, a fait un investissement, même si c'est pas ouvertement à part. Mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, ils doivent sauver, tu sais, ces ordres de marche ou sauver la situation pour BlackRock. Et nous avons vu. Tu sais, ce qui était fou, c'est qu'il y a 2 semaines maintenant, ils ont eu une réunion à DC et qui se présente à cette réunion? BlackRock, vous savez, Larry Fink. Mais qu'est-ce que vous faites ici?
parce que, soi-disant, vous n'avez pas d'argent investi. Vous n'avez rien à risque. Je ne crois pas une seconde que ce soit vrai, ça. Alors, vous savez ça. Fondamentalement, ce dont nous parlons en ce moment, c'est d'argent et de contrôle. L'Occident essaie de comprendre comment il peut conserver une partie du gâteau en Ukraine. Mais la Russie est... La situation militaire sur le terrain est telle que l'Europe ne peut pas arrêter l'avancée russe et les Ukrainiens perdent. C'est vraiment aussi simple que ça. Et la situation sur le champ de bataille montre qu'ils avancent dans toutes les directions. Larry, Oui, oui. Et avec, vous savez, l'Ukraine et l'Occident continuent le flux de propagande. Ils ont affirmé avoir repris Kupiansk et chassé les Russes, et beaucoup de chaînes Telegram se sont enflammées à ce sujet. Mais vous savez, Andriy, notre ami commun, Andriy Martianov, a fait une bonne vidéo l'autre jour, vous savez, en démystifiant cela. Le fait est que l'Ukraine n'a pas les forces militaires de réserve qu'elle peut déployer là où il y a un besoin. Ils ont des ressources limitées. Et donc, lorsqu'ils vont combler une brèche dans la ligne, les Russes accélèrent les attaques dans une autre section des lignes de bataille. Et vous savez, ça va juste continuer. Les gens disent que peut-être dans 6 mois, les Russes seront à Zaporizhia, sur le fleuve Dniepr. Je pense que cela va arriver beaucoup plus vite. Vous allez voir un effondrement plus rapide de l'armée ukrainienne au cours des 3 à 4 prochaines semaines. oui, nous avons. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre. Il semble que 2025 soit terminé, et nous sommes. Oui, Nous avons toujours le conflit en Ukraine. La façon dont Donald Trump parle du conflit et met tout ensemble européen, il dit, aujourd'hui, il a affirmé que les garanties de sécurité pour l'Ukraine, dont une grande partie dépend des pays européens, n'allaient pas tenir. oui, oui. Oui, je veux dire, c'est juste une perte de temps. Vous savez, nous pouvons en parler. Les Européens, ils pensent qu'ils vont être capables de mettre en place une sorte de force européenne qui ira en Ukraine et dira aux Russes, si vous attaquez les Ukrainiens, vous devrez passer par nous. La Russie ne le permettra pas. Ça n'arrivera pas. Cela va intensifier la guerre en une véritable guerre totale si les Européens pensent qu'ils vont faire ça. Mais le problème est qu'ils sont européens. L'Européen moyen, vous savez, si vous parlez d'un citoyen de France ou d'un citoyen d'Allemagne, d'un citoyen du Royaume-Uni, ce sont de grandes personnes, individuellement, ce sont de grandes personnes, mais leurs gouvernements sont nuls. Ils sont tellement déconnectés de la réalité et ils pensent qu'ils ont une puissance militaire. Ils n'en ont pas. Ce sont une bande de faibles. Et s'ils pensent qu'ils vont entrer pour sécuriser l'Ukraine et que le concept ultime de la garantie de sécurité est que si, citation, la Russie attaque, alors ils répondront, ils viendront se battre au nom de l'Ukraine. Ça n'arrivera pas. Donc vous savez, c'est juste des gens qui se livrent à une fantaisie en ce moment. Ils se voilent la face. Jusqu'où l'Europe irait-elle dans la production d'armes en Europe sans être, vous savez, dépendant des États-Unis? Voyez-vous cela se produire? Oh, ils parient tout sur l'Allemagne pour sauver leur peau. Oui, laissons l'Allemagne commencer à fabriquer ses armes. Le seul problème, c'est que l'Allemagne se désindustrialise. Vous savez, des usines ferment. Ils ont récemment fermé l'usine Volkswagen. Donc, ils vont dans la mauvaise direction et ils se l'ont infligé à eux-mêmes. Avec les États-Unis qui font exploser Nord Stream et coupent l'approvisionnement en gaz naturel, et maintenant essaient de refuser d'acheter du pétrole à la Russie, ils veulent payer des prix plus élevés. Cela nuit à leur économie. Alors, nous avons vu que dans toute l'Europe, ils ne sont plus un centre industriel de pouvoir. Ils l'étaient il y a 100, vous savez, 110 ans. Oui, on pourrait dire qu'il y avait des capacités industrielles et de fabrication importantes en Europe. Plus maintenant. Oui, vous savez, les Français ont Airbus et ils peuvent construire quelques avions. Mais vous savez, ça va dans la mauvaise direction. Trump a dit que Rubio s'attaque à Witko Kushner avec le général Keane. Ils rejoindront un groupe de travail américain sur... Avez-vous dit le général Keane ou Keane? Le général, c'est Keane, K-E-A-N. N-I. Non, pas lui. C'est Keane. Keane? Rezinka. Quoi? Le président des chefs d'état-major interarmés. D'après ce que j'ai lu, il semble que c'est le général Keane. Je veux dire.
Non, ils ne peuvent pas faire ça. G-A-N-E. Je ne sais pas si c'est correct ou non. Eh bien oui, je n'ai aucun doute sur ce que vous lisez. Nous verrons. Mais Keane, souvenez-vous que le général Keane est quelqu'un de très franc. C'est impossible. Je sais parce que je le vois sur Fox News. Chaque fois qu'il apparaît, il est. Non, il est avec l'Institut pour l'étude de la guerre. Je pense que ce que j'ai entendu quand Trump a parlé de qui serait son équipe de négociation, il a dit le général Quint. Qu'un. K-E. Raisin ça, vous savez, Raisin Quint, c'est comme ça qu'il l'appelle. Vous savez que... Mais encore une fois, je ne peux pas les voir envoyer tout ça pour être, entre guillemets, l'équipe de négociation avec les Russes. Vous savez, nous verrons si cela se produit même, vous savez. C'est ce dont ils discutent en ce moment. Mais le problème reste l'Ukraine, et l'Ukraine perd sur le champ de bataille, et la Russie ne va pas se faire avoir à nouveau comme elle l'a fait avec Minsk II, où ils ont dit, d'accord, nous allons nous arrêter sur place parce que nous avons tous ces Européens qui disent qu'ils soutiennent ce processus de paix. Non, ça ne va pas. Je ne peux pas assez insister, les gens. Allez lire ce que Vladimir Poutine a dit au ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin 2024 et ce qu'il a répété plusieurs fois depuis, ce qui a été réaffirmé par Sergei Lavrov, ce qui a été déclaré par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Ils n'ont pas changé. Et c'est pourquoi je suis assis ici et je suis tellement terriblement frustré de voir tant de commentateurs dire « oui, c'est un progrès ». Le processus de paix avance. Peut-être que la Russie est prête à faire des concessions. Non, elle ne l'est pas. Ce n'est pas le cas. Eh bien, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu une bonne conversation téléphonique. Super. Content qu'ils aient eu une bonne conversation. Ça ne veut pas dire que les Russes sont en mode « Ah, très bien. Maintenant, oui, nous allons nous arrêter là où nous sommes. Nous n'allons plus continuer à avancer militairement à Kherson ou Zaporizhia. Et nous allons rendre une partie de ce territoire à l'Ukraine. Ça n'arrivera pas. Vous savez donc, et l'Occident continue de, vous savez, se tromper, se mentir à lui-même. Oh oui, l'économie russe s'affaiblit. Oh, les Russes s'épuisent. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Oui, ils le peuvent. Ils ne sont pas du tout épuisés. Ils n'ont même pas encore. Ils ne se sont pas mobilisés pour la guerre. C'est toujours une opération militaire spéciale. Et la manière la plus simple de décrire cela est qu'ils n'ont déclaré nulle part une mobilisation complète. Ils maintiennent et augmentent la taille de leur armée par des processus de recrutement normaux. Et en fait, ils offraient, vous savez, des primes financières pour inciter les gens à s'engager. Maintenant, ils arrêtent ça. Cela parce qu'ils ont trop de gens qui se présentent pour dire « D'accord, oui, nous allons nous battre. » Et ils ont dit « C'est bon, nous en avons assez, retournez travailler. » Donc, vous savez, 6% de leur PIB a été peut-être attribué à l'effort de guerre, seulement 6%. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, le PIB des États-Unis était d'environ 45% consacré à la guerre. Vous savez, quand vous êtes à 2 chiffres et que vous approchez les 50%, c'est que vous êtes en guerre totale. La Russie n'est nulle part près de cela. Je me souviens quand la guerre a commencé, Michael McFaul a dit que c'était la guerre de Poutine. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Il est évident ce qui se passe dans cette société. Vous savez, au sein de la société en Russie, les gens sont encore plus, vous savez, ils veulent être plus fermes envers ce qui se passe en Ukraine en termes de, vous savez, contre l'Occident. Vous savez, vous voyez en quelque sorte le président russe essayer de faire quelque chose au milieu. Il ne va pas aussi loin en confrontant, vous savez, l'OTAN et l'Europe, l'Occident collectif, disons-le ainsi. Ouais. Comment voyez-vous, Larry, ce qui est arrivé à la société russe? Parce que vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, les médias ont convaincu certains jeunes Russes, vous savez, les garçons de quitter la Russie, de ne pas rester là et de se battre pour la Russie, parce que c'était la guerre de Poutine, une guerre d'agression. Ce n'est plus le cas, même avec la partie la plus libérale de la société. Regardez, je suis allé en Russie seulement 5 fois au cours des dernières, depuis. Au cours des 2 dernières années. C'est beaucoup. Oui, donc. Alors, vous en savez beaucoup. Qu'est-ce que j'en sais, vous voyez? Je n'ai pas observé de manifestation contre la guerre. Je n'ai pas entendu, vous savez, lors de rencontres avec. J'ai rencontré une variété de personnes. Je ne suis pas enfermé dans un seul groupe. En fait, la question de la guerre n'est pas vraiment évoquée, parce que ce n'est pas une guerre. C'est une opération militaire spéciale en ce moment,
C'est ainsi que la société est organisée. Et ce que cela signifie, c'est que le consommateur moyen, le russe moyen, n'a pas à faire de sacrifices pour se priver, vous savez, de nourriture ou être limité avec des coupons pour acheter de l'essence. Vous savez, si vous revenez à ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, personne ne pouvait acheter une nouvelle voiture pendant environ 3 ou 4 ans. Vous savez, pas de nouvelles voitures. Elles étaient limitées. Vous aviez des coupons de rationnement pour, vous savez, combien d'essence vous pouviez acheter. Vous savez, il y avait des restrictions. Vous ne voyez pas cela en Russie. Et maintenant, vous avez raison, il y a certains segments de la société russe qui veulent, vous savez, que Poutine enlève vraiment les gants et écrase l'Ukraine. Et vous savez, vous avez entendu cela articulé parfois par des gens comme Medvedev, l'ancien président russe. Il n'y a pas cette montée de colère ou d'irritation, je suppose qu'ils disent, d'accord, nous devons avancer plus vite. Poutine s'appuie sur l'état-major pour le plan de guerre. Comment il procède avec la guerre? Et vous savez, font-ils des erreurs? Oui, ils ont fait des erreurs. Vous savez, je ne prétends pas du tout que l'armée russe est parfaite, mais vous savez, ils semblent bien gérer les affaires. Et ils ont avancé. Je n'ai pas eu connaissance de leur plan, donc je dois supposer qu'ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils essaient d'accomplir. Cela, vous savez, comme je l'ai déjà dit, l'un des facteurs limitants pour la performance de l'armée russe était que ce n'est pas une guerre, parce qu'ils n'ont pas mobilisé en mode guerre, ils ont compté sur un processus plus lent pour augmenter le nombre réel d'hommes dans l'armée. Et cela a, vous savez, au fur et à mesure que ce nombre a augmenté, leurs opérations et activités ont augmenté. C'est pourquoi, cette année, nous voyons, vous savez, des avancées beaucoup plus rapides qu'à n'importe quel moment des 3 années précédentes. Et je pense que cela va seulement continuer. Cela ne va pas diminuer. Je pense que cela montre comment l'armée russe s'est transformée. Vous savez, en quelque sorte, une armée défensive, ils étaient prêts à se défendre, mais ils n'étaient pas prêts à attaquer un autre. Vous savez, à aller hors de la Russie pour combattre, vous savez, quelque chose comme l'OTAN. Vous savez, 700 000 soldats en Ukraine, ils combattaient une énorme force en Ukraine. Mais comme vous l'avez mentionné, cela montre comment ils ont été formés. Vous savez, ils se sont entraînés pendant le processus de guerre en Ukraine. Et la Russie, aujourd'hui, leur armée est totalement différente. Eh bien, oui. Oui, je ne sais pas si. Allez-y. Oh, j'ai perdu votre vous. Vous parliez, puis votre voix a disparu. Oui, allez-y. Oh, non. Je parle de la transformation de l'armée russe. Oui, eh bien, vous savez, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé en février 2022, les forces terrestres russes étaient estimées à 275 000 au total. Et ils n'en ont déployé qu'environ la moitié dans l'incursion initiale en Ukraine. Ils avaient des réserves à l'époque. Vous savez, je voudrais dire 800 000 ou 900 000 en réserve prête. Mais en fait, les chiffres, vous savez, je suppose qu'ils, en théorie, auraient pu faire appel à 3 à 5 millions. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Vous savez, d'ici septembre 2022, ils avaient mobilisé 320 000 hommes. Maintenant, nous sommes à la 4e année de cette guerre. Leur armée a grandi pour atteindre environ 1,5 million. Donc, elle a augmenté d'un facteur de, vous savez, presque 7 fois la taille qu'elle était il y a 4 ans. Maintenant, amener des gens signifie, vous ne faites pas simplement comme les Ukrainiens, mettre un uniforme et les envoyer directement en première ligne. Les Russes ont du temps pour entraîner ces gens. En fait, je lisais que l'un des problèmes qu'ils ont actuellement est qu'ils ont tellement de gens voulant s'inscrire, voulant s'enrôler, qu'ils n'ont pas assez de terrain d'entraînement disponible. Vous savez, assez de bases où ils pourraient absorber tous ces nouveaux stagiaires. Donc, vous savez, la Russie ne souffre pas. Ils ne subissent pas de perte en main-d'œuvre. Ils ne subissent pas de perte en termes de leur capacité à produire des armes. Ils ne subissent pas de perte en termes de pénurie d'énergie. Tout, vous savez, essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour mener et soutenir une guerre, la Russie l'a et l'Ukraine ne l'a pas. Vous savez, c'est le problème fondamental. Si vous y réfléchissez et vous dites, d'accord, de quoi avons-nous besoin? D'accord, nous avons besoin de main-d'œuvre.
des gens prêts à se battre. La Russie a cela, l'Ukraine non. Vous savez, nous voyons vidéo après vidéo des recruteurs ukrainiens allant à la rencontre des gens et les traînant dans des voitures. Vous devez avoir une base industrielle capable de fournir ce dont vous avez besoin pour l'effort de guerre. La Russie a cela et ils n'ont même pas eu besoin de passer sur un pied de guerre. En d'autres termes, ce qui existe au sein de l'économie civile est encore suffisant pour les approvisionner en armes, en munitions, en nouveaux véhicules, nouveaux chars, nouveaux avions, etc. Les gens doivent être prêts à soutenir l'effort de guerre. Cela existait en Russie. Il est discutable jusqu'où cela s'étend en Ukraine. Vous savez, il y a certains rapports indiquent que les gens croient encore qu'ils peuvent gagner cette guerre, vous savez. Donc ils sont victimes de leur propre propagande. La Russie a tous les facteurs nécessaires pour soutenir l'effort de l'Ukraine. Sans le soutien de l'Occident, ne les a pas. C'est aussi simple que cela. Du côté de l'OTAN, comment avez-vous trouvé, Larry, les armes, différents types d'armes de l'Ukraine? Cela montre quelque chose. Vous savez, les armes ne sont pas intégrées dans le système. Cela a été révélé en Ukraine d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est une préoccupation pour l'OTAN. Eh bien, encore une fois, quand la Russie fabrique des armes, elles sont construites, je suppose, selon appelons cela une stratégie de sécurité nationale. Ils ont réellement une véritable stratégie de sécurité nationale. Et c'est les armes, tout le système industriel militaire en Russie n'est pas un système capitaliste. Ce n'est pas un système où ces industries existent pour réaliser des bénéfices pour les actionnaires. Ces industries existent pour s'assurer que la Russie dispose de ce dont elle a besoin pour repousser les attaques étrangères. Ça a été la philosophie derrière cela. Alors qu'en Occident, c'est les différentes entreprises qui construisent des chars et des avions et des canons. Vous savez, des pièces d'artillerie et des obus d'artillerie, ce sont toutes des entreprises capitalistes. Ce ne sont pas elles sont détenues publiquement ou elles servent des actionnaires. Et les actionnaires veulent des rendements. Donc les armes qui sont conçues, développées et déployées ne sont pas nécessairement des armes qui servent une stratégie de sécurité nationale. Et puis, en raison de la façon dont l'OTAN est. Avec 31 pays maintenant, l'industrie en Allemagne fait les choses d'une certaine manière, l'industrie en France d'une autre manière, et c'est pareil pour le Royaume-Uni. Donc, il n'y a pas de focalisation cohérente. Et vous savez, ce n'est pas comme s'ils produisaient tous quelque chose selon une norme particulière. Ils ont des normes différentes, des capacités différentes. Donc c'est juste, vous savez, l'Europe n'est pas dans la position où, vous savez, retournons en 1900 alors, qu'Hitler arrive au pouvoir et qu'Hitler commence à reconstruire l'armée allemande. Ils avaient, vous savez, à l'époque en Allemagne, ils avaient des usines inactives. Ils avaient des travailleurs qui cherchaient un emploi. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont un problème avec l'énergie. Ils ne peuvent pas, vous savez, ils ne peuvent pas produire. Vous savez, ils ferment des usines et beaucoup de ces usines déménagent à l'étranger. Donc, ils n'ont pas actuellement la capacité en place pour produire à sur un pied qui permettrait, vous savez, de vraiment renforcer l'armée de manière spectaculaire. Et vous savez, franchement, la Russie surveille ça aussi. La Russie ne va pas rester les bras croisés et permettre à ces pays de se réarmer à l'échelle de ce que l'Allemagne a fait dans les années 1930. Car les Russes sont légitimement préoccupés par le fait que l'Europe continue de parler d'attaquer la Russie. Ils continuent de traiter la Russie comme si c'était un ennemi. Oui, sans armes, ils parlent d'attaque préventive contre la Russie. Alors imaginez juste s'ils produisent de nouvelles armes. Mais Larry, laissez-moi changer de sujet un peu pour parler de ce qui se passe avec la prochaine réunion. Réunion entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Donald Trump. C'est dans le Washington Post, il est rapporté Netanyahu va presser le président américain lors de la réunion car il veut attaquer l'Iran. Oui. Eh bien, vous avez vu donc j'ai écrit un article il y a 2 jours basé sur un titre dans le New York Post où il était dit que
l'Iran déclare la guerre aux États-Unis, à Israël et à l'Europe. Et je me suis dit, c'est inhabituel. Puis vous lisez réellement l'article. C'était Pezeshkin qui était interviewé. Vous savez, j'oublie quel vous savez, média, mais il a dit, écoutez, vous savez, nous sommes effectivement en guerre avec Israël, les États-Unis et l'Occident. Vous savez, nous ne cherchons pas la confrontation, mais ils nous attaquent. Il reconnaissait simplement la situation. Mais au lieu de cela, voici le New York Post qui a beaucoup soutenu les sionistes, disant « Oh, voyez, ces Iraniens, ils nous déclarent la guerre, alors nous devons pouvoir aller les attaquer. » Donc ça, oui, je veux dire, ça a été publié, vous savez, 2 jours avant, vous savez, ça a été fait samedi. Donc, vous savez, Netanyahou arrive aujourd'hui. Et je suis sûr que Netanyahou va faire de son mieux pour essayer de convaincre Trump. Oui, nous devons aller donner un autre coup à ces Iraniens. Ils sont sérieux à ce sujet. Et le New York Post était utilisé, je pense, par des sources sionistes parce que les éditeurs de ce journal, ils sont très proches des Israéliens et ils soutiennent la propagande israélienne. Donc oui, ils essaient de créer l'élan pour voir s'ils peuvent obtenir l'adhésion de Trump. Et franchement, je ne serais pas surpris si Trump disait à Netanyahou, d'accord, oui, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et qu'ils essaieront à un moment donné d'attaquer à nouveau l'Iran. Seulement cette fois, je pense que l'Iran est prêt d'une manière qui ne l'était pas en juin dernier. Et tu le ressens, tu le vois quand tu es ici en Iran. Et je ne sais pas, Larry, quand il s'agit il parlait du programme nucléaire de l'Iran. En ce moment, il parle des installations de missiles. Oui. Alors, c'est tellement ridicule jusqu'où ils iraient parce que c'est impossible. Je dirais, Larry, ici, tu vois dans les médias, en parlant avec des responsables, tu ne peux pas croire que quoi que ce soit de ce que Netanyahou demande arriverait bientôt. Si ça va si loin, nous allons avoir une guerre totale entre les deux. Ouais, bon. C'est pourquoi l'Iran, après l'attaque, la guerre de 12 jours, était-ce du 13 juin au 25 juin, s'est assis et a réalisé, tu sais quoi, nous devons examiner nos relations avec la Russie et la Chine sous un nouveau jour. Tu sais, auparavant, l'Iran résistait de s'enfoncer trop militairement avec soit la Russie, soit la Chine. Mais pas maintenant. Tu sais, j'ai plaisanté sur la manière dont ils accumulent les 1000 de voyageurs fréquents, tous les responsables iraniens qui voyagent sans cesse entre Moscou et Pékin. Et ce ne sont pas seulement les gens du ministère des Affaires étrangères, les gens du ministère de la Défense. Tu sais, ce n'est pas juste 1 ou 2 réunions, tu sais, il y a des contacts fréquents. Donc maintenant, l'Iran est militairement, économiquement et politiquement dans une position beaucoup plus forte qu'il ne l'était le 12 juin 2025. Et tu sais, si Israël est assez stupide pour essayer d'aller de l'avant et attaquer l'Iran en pensant qu'ils vont vaincre l'Iran et forcer un effondrement de la société, ils pourraient en fait finir par faire la même chose à eux-mêmes. Parce que je pense que l'Iran est maintenant dans une position beaucoup plus forte pour riposter. Et tu suis les médias israéliens. Ils parlent de ce qui se passerait après l'administration de Netanyahou. Tu sais, il semble que Netanyahou va être, tu sais, d'une certaine manière. Je ne sais pas à quel point c'est possible d'avoir quelqu'un en Israël remplaçant Netanyahou, car eh bien après tout, et à quel point cela serait influ en considérant la politique étrangère d'Israël. Eh bien, je ne vois pas s'il se débarrasse de Netanyahou, il est doué en termes de savoir comment manipuler l'opinion des États-Unis et ensuite, tu sais, obtenir le soutien des États-Unis. Mais en termes de politique qu'il poursuit, il y a une majorité d'Israéliens qui soutiennent cela. Donc, ce n'est pas comme Netanyahou pousse une politique que la majorité des Israéliens rejettent, c'est juste le contraire. Ils y adhèrent. Ils n'aiment peut-être pas Netanyahou personnellement et il est corrompu, mais tu sais, Netanyahou part, il n'y a toujours pas, je ne vois pas Israël changer de cap du tout. Mais après tout, tu te souviens des 12 jours de guerre qui étaient si, tu sais, courts. Beaucoup de gens sortaient d'Israël, ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, ici en Iran. Eh bien, oui.
Alors, un pays de la taille de 80, 90 ou 91 millions de personnes, il ne quitte pas le pays. Tu sais, ils s'unissent d'une certaine manière de l'intérieur et tu vois en Israël des gens partir. Tu sais, vers Chypre, d'autres pays. Alors, tu sais, ça n'a pas de sens pour moi. Ouais, bon, je ne suis pas sur combien tu sais. Il y a eu un certain nombre de départs autour de cette période. Je ne sais pas si certains sont revenus, ou s'ils ont continué à abandonner Israël. Là, tu sais, la menace de guerre, tu sais, je pense, peut être une incitation pour certains. Le problème, c'est que tu as les colons qui continuent d'essayer de voler des terres aux Palestiniens. Et tu sais, la dernière action au cours du mois dernier, le gouvernement d'Israël a autorisé et approuvé plus de vols. Et donc, tu sais, ils sont comme une nuée de criquets affamés. Ils continuent, vous savez, à consommer, détruire. Et malheureusement, pour les Palestiniens, bien qu'ils reçoivent des paroles en l'air de nombreux pays, il n'y a eu d'action internationale concertée pour essayer d'arrêter Israël. Vous savez, pendant si longtemps maintenant, Israël attaquait le Liban, la Syrie, vous savez, Gaza, la Cisjordanie. Et ils étaient d'une certaine manière immunisés contre les attaques extérieures. D'une certaine manière, je parle de ça. Mais vous voyez, pendant la guerre avec l'Iran, ils ont vécu quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'avaient pas vécu auparavant. Donc, je pense que c'est toujours le cas pour les décideurs en Israël. Est-ce qu'ils veulent vraiment vivre ça, une guerre plus vaste avec l'Iran? Et comment cela va-t-il les influencer, eux, et leur société? Eh bien, je veux dire, quand vous supposez qu'ils s'assoient et de manière rationnelle, trouvent une issue, vous savez, font une évaluation précise des capacités iraniennes. Je ne pense pas qu'ils fassent cela. Donc, ils sous-estiment les capacités de l'Iran. Ils surestiment leurs propres capacités. Et puis, vous savez, quand vous agissez sur ce genre de croyances, vous pouvez faire des choses vraiment stupides. Donc, vous savez, comme je disais, je pense, la semaine dernière, quand nous avons parlé, Israël s'est étendu d'une manière qui, je pense, le rend plus faible, pas plus fort. C'est une chose d'activer, et je pense qu'ils ont mobilisé environ 300 000 réservistes pour l'opération à Gaza. Eh bien, c'est seulement un pays de 8 millions d'habitants, 7 millions maintenant. Donc, ils n'ont pas de ressources humaines illimitées. Ils ont des ressources très limitées. Et cette armée de 300 000 hommes a été incapable et inapte à vaincre le Hamas. Et ils ont le Hamas confiné à une zone de 350 km². Et ils les ont entourés de tous les côtés. Mais Israël n'a pas été capable, vous savez, de vaincre le Hamas dans ce sens. Et puis, ils mènent également des opérations militaires au Liban et en Syrie. Donc, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire militairement, et ils ne semblent pas apprécier leurs limitations. Ils agissent comme s'ils avaient des ressources illimitées. Et juste, vous savez, ce qui est sorti ces dernières 24 heures, le rapport de l'inspecteur général du département de la Défense. Il manque environ presque 8 milliards de dollars en armes. Les États-Unis ont fourni un tas d'aides, mais ils ne savent pas où elle est passée. Donc, il leur manque 8 milliards de dollars, ce qui est une somme considérable. Larry, parlons un peu de la situation avec la Chine. Il semble que la Chine devienne très nerveuse à propos de la situation de Taïwan et qu'il se prépare. Il se prépare, vous savez, à combattre tout ce qui vient à l'heure, vous savez, ce qu'ils appellent le pays natal. Ils voient, vous savez, mais voyez-vous les États-Unis intensifier la situation à Taïwan ou d'une certaine manière Donald Trump aller dans cette direction de, vous savez, envoyer plus d'armes, prendre de nouvelles décisions sur Taïwan? Eh bien, le paquet d'armes qui a été, vous savez, récemment l'aide fournie à Taïwan. Oui, ça a créé une plus grande tension avec les Chinois, mais je ne vois pas, je ne vois pas. La Chine ne va pas agir militairement pour prendre le contrôle de Taïwan. Ça n'arrivera pas. Ils le feront économiquement. Ils le feront diplomatiquement. Vous savez, ils n'ont pas besoin d'entrer dans ce genre de guerre avec l'Occident sur Taïwan. Vous savez, c'est comme sur le front économique, par exemple. Ils vont arrêter d'exporter de l'argent
Donc l'argent est maintenant un minéral critique dans la production de certains, vous savez, systèmes clés dans le monde entier. Et donc cela va avoir un impact dramatique. C'est dans la même veine que lorsqu'ils ont arrêté d'expédier des minéraux de terres rares aux États-Unis, je vois la Chine utiliser des moyens économiques en retenant certains produits et en limitant les expéditions d'autres choses, comme moyen de vaincre l'Occident, plutôt que vous savez, s'engager dans une bataille à grande échelle. En même temps, vous savez, ils sont prêts à se défendre et ils vont affirmer leur domination et leur présence le long de leurs frontières immédiates dans ces zones juste au large. Mais je ne pense pas qu'ils verront vraiment la nécessité, vous savez, d'envahir Taïwan. Ils vont pouvoir. Ils vont finalement gagner le contrôle de Taïwan par un processus politique. Car après tout, ils assistent à quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. Vous savez, envoyer plus d'armes, former l'armée, et puis... C'est ça? Et en regardant l'Ukraine, Larry, au fait, je sais que Taïwan est une île. C'est une petite île à laquelle ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas connectés à aucun Oui. pays. Cela rend extrêmement difficile pour les Taïwanais de s'opposer à la Chine. Mais ce ne sont pas, comme vous l'avez mentionné, des stratèges ou des acteurs rationnels. Pourquoi la Chine est extrêmement préoccupée par ce qui se passe à Taïwan? Eh bien, vous savez, ce qui a fait de Taïwan un sujet brûlant au cours des 6 dernières années, c'est le rôle de NVIDIA et des puces informatiques et le statut de Taïwan en tant que grand producteur de puces informatiques. La Chine se dirige maintenant vers la production de ses propres puces. Et donc, vous savez, à un moment donné, Taïwan ne sera plus pertinent. Si la direction que prend la Chine actuellement, je pense, pourrait rendre le centre de production à Taïwan moins critique qu'il ne l'est maintenant ou qu'il l'a été. Et en fait, vous voyez les États-Unis aussi, sous Trump, essayer de rapatrier, de ramener de l'étranger, de retourner aux États-Unis, la capacité de produire des puces informatiques. Mais vous savez, je pense que les Chinois ont finalement, ils se sont réveillés et ont dit, regardez, l'Occident va continuer à essayer de nous tenir économiquement en otage dans tous les domaines si nous leur permettons d'avoir la moindre influence. Donc ils ont en fait planifié et sont en train d'exécuter ce plan pour se rendre indépendants de l'Occident. Et ça se produit. Et comme vous savez, vous avez eu vos discussions avec Pep au sujet de son récent séjour en Chine, parcourant l'ancienne et la nouvelle route de la soie. La Chine est, vous savez, c'est quelque chose de nouveau et de dramatique en termes de puissance économique. L'Occident continue de parier que la Chine va s'effondrer d'une minute à l'autre, et vous savez, leur économie est mauvaise, et c'est juste, vous savez, nous ne pouvons même pas nous regarder objectivement dans le miroir et voir ce que nous sommes. Nous sommes tellement occupés à, vous savez, critiquer, vous savez, chercher des faiblesses chez les autres, l'Occident. Je suppose que cette compétition économique, l'Occident est perdu. La Chine nous a surpassés dans toutes les catégories. Il n'y a rien que l'Occident et dont la Chine ait besoin maintenant. Vous savez, une partie de leur succès, et je pense une grande partie de leur succès, est la façon dont ils traitent, vous savez, les autres pays, la façon dont ils abordent les autres pays en discutant avec les autres pays. Ils ne mettent pas de pression. Ils ne disent pas, vous savez, vous devez faire ceci, faire cela. Vous savez, la politique intérieure, vous faites. Oui. Quelques changements dans vos politiques intérieures. Ils veulent une meilleure relation avec, vous savez, différents pays d'Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Mais les États-Unis n'ont pas changé d'attitude. Eh bien, vous savez, Et il ne semble pas qu'ils apprennent quoi que ce soit de ce que fait la Chine. Les États-Unis, nous agissons plutôt comme quelques membres, vous savez, des gars de la mafia qui se présentent au petit commerce et nous vous vendons une assurance pour que votre entreprise ne soit pas détruite. Vous savez, c'est un racket de protection, mais c'est ça qui a été la politique des États-Unis envers d'autres pays. On les contraint et on les menace. Oui, vous savez, si vous n'alliez pas avec nous, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Je ne vois pas la Chine faire la même chose. Vous savez, la Chine, en particulier en Afrique, vous savez, quand vous prenez du recul et regardez le rôle que l'Occident, en particulier l'Europe,
à jouer en Afrique, ils ne l'ont pas laissé dans un meilleur état que ce qu'ils ont trouvé au départ. Ils l'ont vu comme un lieu à exploiter pour extraire des ressources, pour créer des gouvernements dociles qui feraient ce qu'ils voulaient et ne pas vraiment développer les infrastructures, ne pas s'assurer que les gens étaient éduqués, que vous savez, de bonnes centrales électriques, vous aviez de bonnes routes, vous aviez de bonnes télécommunications. Rien de tout cela. C'est là que la Chine intervient avec cette initiative Ben Road, c'est construire, développer ses infrastructures. Et ils ne le font en disant « Et vous allons faire ça pour vous, mais ensuite vous nous devez quelque chose, vous savez, pour les rendre dépendants. » C'est une approche différente. Certains diront « Oh, tu es Johnson, tu es naïf. » Mais vous savez, ce que nous voyons, c'est que la Chine a trouvé une autre voie, qu'ils tiennent réellement leurs promesses de développement. Vous savez, quand j'allais à l'école dans les années 1970, vous savez, il y a 50 ans, il y avait cette véritable compétition entre le monde communiste et le monde capitaliste. Il y avait un livre écrit par Eugene Rostow, qui était un économiste. Il avait participé à l'administration Kennedy. Ça s'appelait « Les 5 étapes de la croissance économique ». Et en gros, il essayait d'expliquer comment le capitalisme, vous savez, par opposition au communisme, allait créer toute cette richesse pour ces pays du tiers-monde. Et cela ne s'est jamais produit parce que, vous savez, les États-Unis n'étaient pas vraiment intéressés à développer la richesse des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, l'Afrique en particulier. Nous étions encore très dans l'extraction, vous savez tellement. Beaucoup des activités de la CIA au début servaient les intérêts des entreprises, que ce soit United Fruit en Amérique centrale ou les géants du pétrole en Iran. Vous savez, c'est là que la CIA était Esquermy. Roosevelt, vous savez, a joué un grand rôle dans le renversement de Mossadegh. Et c'était aussi à propos de l'extraction des ressources, pas de construire et d'équiper ces pays pour qu'ils soient forts par eux-mêmes. Oui, à ceux qui te critiquent, tu sais, d'être naïf à propos de la Chine. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Tu sais, le résultat est là. Vous ne pouvez pas, vous savez. Vous voyez le résultat de leur comportement, de leur attitude, et vous devez comprendre pourquoi ont-ils réussi. Eh bien, c'est comme ça qu'ils se comportent. Regardons simplement ce qui est arrivé à la Chine au cours des 52 dernières années et aux États-Unis au cours des 52 dernières années. Vous savez, il y a 52 ans, les Chinois n'étaient pas. La majorité de la population n'était pas lettrée. La majorité de la population vivait dans la pauvreté. La société n'était pas du tout industrialisée. Et quand vous regardez la transformation qui a eu lieu en Chine à une échelle incroyable, vous savez, avec 1,4 milliard de personnes, construire des villes modernes, faire de l'éducation des enfants une priorité. Tandis que, vous savez, aux Unis, vous pourriez aller dans nos grandes villes, New York, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco, Chicago, en particulier les minorités dans ces villes, ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas lire au niveau de leur classe, ils ne peuvent pas faire des maths au niveau de leur classe. Vous savez, ce n'est pas comme si nous produisions de grands érudits de ces villes. Les institutions éducatives sont des enfers, des trous à rats. Là, la base industrielle aux États-Unis s'est rétrécie. Elle ne s'est pas développée. La classe moyenne, a été gravement touchée. Vous savez, nous avions une forte classe ouvrière, vous savez, des travailleurs manuels. Vous savez, j'ai grandi dans ce milieu. Vous savez, comme je l'ai dit avant, mon père était... il a commencé à travailler dans une aciérie, puis est devenu contremaître de maintenance. Vous savez, il a gravi les échelons et vous savez, nous étions à l'aise en grandissant. Vous savez, nous ne réalisions pas. Vous savez, en regardant en arrière maintenant, vous savez, j'avais 2 sœurs et un frère, et ma mère et mon père. Nous vivions dans une maison à 3 chambres. Pensez-y. Donc, vous savez, je partageais un lit avec mon frère cadet. Mes 2 sœurs partageaient une chambre, mes parents avaient une chambre, et nous avions une salle de bain. Mais vous savez, aujourd'hui, ça paraît fou, mais vous savez, nous nous entendions bien, nous avons bien survécu.
Mais c'était un... Vous savez, mon père gagnait assez d'argent pour pouvoir acheter une nouvelle voiture tous les 2 ans. Nous pouvions partir en vacances. Nous partions en vacances chaque année. Chaque année, vous savez, rien d'extravagant, mais vous savez, nous pouvions toujours embarquer toute la famille et partir. Nous n'avons pas ça maintenant, pas au même niveau. Et voilà que la Chine a dépassé les États-Unis selon presque tous les critères. Les États-Unis reculent en termes de taux d'alphabétisation. Les derniers chiffres que j'ai vus sur le taux d'alphabétisation aux États-Unis indiquaient 119%. Pas dans les années 90, il devrait être dans les 90%. Ce n'est pas le cas. La Chine est dans les années 90. Donc, et pourtant, l'Occident continue d'essayer de présenter la Chine et la Russie comme des puissances impériales en quête de conquête mondiale. Et nous devons les traiter comme des ennemis. Et parce que nous les traitons comme des ennemis, alors, quand ils écoutent ce que nous disons et observent nos actions et réagissent, nous disons, vous voyez, vous voyez, vous savez. Maintenant, nous l'avons prouvé et nous ne prenons pas en compte que nous créons cette réaction. Et vous savez, nous parlons toujours d'un ordre international basé sur des règles. En faire, nous inventons simplement les règles arbitrairement quand elles nous conviennent. Nous les suivons seulement quand cela nous avantage et les ignorons quand nous le voulons. Oui, exactement. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir comme toujours. D'accord. Eh bien, nous allons, vous savez, le public va se manifester et dire « Où sont vos chemises, Nima ?» D'accord. Eh bien, écoute, toi. Oui. Tu continues à profiter de ton répit en Iran avec ta famille. Je sais que Merci. Les grands-parents, ils se moquent de te voir. Ils sont juste contents d'avoir les petits-enfants autour. Exactement. C'est le cas. D'accord, mon ami. Prends soin de toi. On se voit vendredi, Larry. Au revoir. Très bien. Au revoir. Au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en